2026. Le chef du gouvernement qui n'a pas manqué de rappeler l'importance du vestibule et des légitimités traditionnelles dans la vie d'une nation, surtout dans la recherche de la cohésion sociale entre les fils du Mali. Je vous propose de l'écouter, un extrait choisi par Mamari Koné et Aliou Touré. Parlant du vestibule, plus qu'une simple construction, c'est d'abord un lieu qui abrite les gardiens des valeurs de notre société, des acteurs qui sont impliqués jour et nuit dans la résolution et la prévention des conflits et qui contribuent de manière substantielle au renforcement de la cohésion nationale. C'est également un espace de sagesse, c'est également un espace où l'on écoute avant de parler, c'est un espace où l'on tranche sans humilier, c'est également un espace où on essaie de réconcilier, bien entendu, sans diviser. C'est pour vous dire toute la symbolique et le rôle de ces vestibules dans notre pays. Et que le chef de l'État et toute la population malienne compte énormément sur elle, l'autorité et légitimité traditionnelle, afin qu'elle continue à jouer le rôle extrêmement important de gardien des valeurs de notre société, qu'elle continue à jouer davantage leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Je voudrais au nom du chef de l'État féliciter chaleureusement l'architecte et l'entreprise de construction qui ont tenu les délais. Je l'ai mentionné, la première pierre a été posée le 15 janvier 2025, un an et un mois à peu près. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer ce joyau architectural. Une preuve du respect de l'engagement par le chef de l'État, mais je pense qu'au-delà même du respect de cet engagement, je pense que la remise du véhicule est un pas supplémentaire et indique à suffisance que le chef de l'État demeure préoccupé, demeure profondément attaché à la valorisation du rôle de ces autorités et de ces légitimités traditionnelles, encore une fois je le répète, qui jouent un rôle extrêmement clé dans le renforcement de la cohésion nationale, cohésion dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Mali traverse depuis 2012 une période extrêmement difficile à cause de l'insécurité et par la grâce de Dieu, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, je pense que nous en sortons tout doucement, mais il est également important dans cette phase de rester unis, de rester solidaires, afin que justement tous les objectifs assignés, objectifs auxquels nous aspirons dans le cadre du Mali Koura, puissent être réalisés. Restons dans la cité des Méguétans où se trouvait également le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Yacouba Katile a procédé au lancement officiel des missions d'élaboration du rapport annuel 2026, étape de Koulikoro. Il avait à ses côtés le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Le président Katile veut à travers cette rencontre faire comprendre aux populations leur place et rôle dans le cadre du développement harmonieux et durable du Mali. Reportage Ousmane Koïta, Amadou Choukari pour le RTM. Fidèle à sa vocation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, avec à sa tête son président Yacouba Katile, était ce jeudi 26 février 2026 dans la capitale de Méguétan. Il s'agit pour le président de l'institution de procéder au lancement officiel des activités des missions d'élaboration du rapport annuel 2026, étape de Koulikoro. Conformément à l'article 165 de la Constitution, ce rapport assorti d'orientation et de propositions est adressé au président de la République, au Premier ministre et au président des deux chambres du Parlement. Il bénéficie désormais d'un mécanisme de suivi renforcé au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette mission participative et inclusive est devenue une tradition nationale. Sa réussite repose sur l'implication active de tous les acteurs sur l'ensemble du territoire et auprès de la diaspora. Cette cérémonie de lancement des activités des missions d'élaboration du rapport annuel 2026 à Koulikoro a été également l'occasion pour le maire de la commune urbaine de Koulikoro de souligner un certain nombre de difficultés qui freinent le développement de Koulikoro. La population de Koulikoro souhaite vraiment leur participation par rapport à l'emploi de la jeunesse koulikoroise, puisque la majeure partie de cette jeunesse la vit dans le lit du fleuve. Donc aussi, on peut vraiment utiliser le bas-fond là en atout pour créer beaucoup d'emplois afin qu'il y ait vraiment un apaisement à Koulikoro. J'exhorte donc chacun à faire preuve des responsabilités
et des patriotisme pour que ces recueils soient un outil fiable d'élaboration des politiques publiques. Il y aura hommage à son Excellence le général d'Armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son engagement inlassable en faveur d'un Mali courageux, souverain et prospère. Le gouverneur des régions, quant à lui, n'a pas manqué d'inviter la population à participer activement aux travaux pour la prise en charge des préoccupations fondamentales de la population de la région de Koulikoro. Et la ville de Koulikoro, décidément à l'honneur dans cette édition, tenez-vous bien, après sa maison des légitimités traditionnelles, elle aura dans quelques mois une nouvelle station compacte de potabilisation. C'est ce qui ressort de la visite du tout nouveau ministre de l'énergie et de l'eau sur les différentes installations de la SOMAGEP-SA. Adama Traoré pour d'autres détails. Comme dit un adage, un bonheur n'arrive jamais seul. En marge de la cérémonie d'inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro, le ministre de l'énergie et de l'eau a saisi l'occasion avec sa délégation d'effectuer une série de visites des installations de la SOMAGEP-SA dans la cité du Méguétan. La première étape de cette série de visites a concerné la nouvelle station compacte de potabilisation de Koulikoroba avec une capacité cumulée de 4000 m3. Ensuite, le cap est mis sur Kolebougou. Sur place, le ministre a échangé avec les responsables en charge des lieux. Nous portons à la satisfaction des besoins des populations de la ville de Koulikoro d'une manière particulière. Donc nous pensons que dans les prochains mois, la ville de Koulikoro va connaître vraiment une nette amélioration avec la mise en place de cette nouvelle station compacte au niveau de Koulikoro. La visite s'est clôturée à la direction régionale de la SOMAGEP-SA. Nous avons pu constater un personnel qui, malgré les contraintes, vraiment reste mobilisé pour que la desserte soit de bonne qualité et que les populations puissent être satisfaites. Donc nous encourageons réellement tout le personnel de la direction générale avec à sa tête le directeur régional qui vraiment est un collaborateur très engagé et dévoué et nous comptons également sur lui pour maintenir cette dynamique dans la région. Elle a réitéré son engagement que dans les jours à venir, sa structure mettra tout en œuvre pour améliorer les conditions dans le sens d'un approvisionnement adéquat. Suivant également le tout nouveau ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Dr Yaya Gologo, a rendu visite à l'équipe du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Aïssata Salut Maïga nous en parle. La deuxième prise de contact du Dr Yaya Gologo, ministre de la Refondation de l'État, a concerné l'équipe du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation CNCR-FNR. Une visite qui a permis au ministre Gologo de proposer à l'équipe du CNCR-FNR des partenariats stratégiques allant dans le sens de bâtir le Mali nouveau. Depuis le 7 juillet 2025, a vu ses attributions s'élargir à l'ensemble des forums nationaux se rapportant à la refondation. Donc c'est une grande responsabilité et une responsabilité partagée avec mon département. Donc de ce point de vue-là, nos chemins ne peuvent que se croiser. Donc on est venu aujourd'hui et on sort très édifié par la qualité, n'est-ce pas, des travaux qui sont en cours. Les attributions des deux structures ont été passées au peigne fin en vue de réussir le processus de la refondation déjà enclenché par les autorités du Mali. Sa visite explique la considération qu'il a pour nous, en fait non seulement pour le travail que nous faisons depuis bientôt 4 ans, mais aussi en fait pour la redevabilité, parce que le comité indépendant, si le chef de l'État l'a mis en place, c'est par redevabilité, parce que simplement les assises nationales de la refondation ont souhaité, et ensuite maintenant tous les forums nationaux en République du Mali ont souhaité qu'il y ait un organisme qui permette de suivre et d'évaluer les recommandations. Le ministre de la Refondation de l'État a profité de cette visite pour saluer l'engagement de l'équipe du CNCR en pleine activité dans l'élaboration de son 4e rapport annuel qui est attendu très prochainement.
Le Mali et les PTF signent le pacte de durabilité des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Il s'agit d'un document de planification, de mise en œuvre et de suivi des activités au niveau de ce secteur. Il implique l'ensemble des acteurs et parties prenantes à véritablement s'engager. Le pacte a une durée de 10 ans, nous précise Aluseyni Touré. Impliquer l'ensemble des acteurs pour garantir un accès durable à l'eau, c'est tout l'enjeu du nouveau pacte de durabilité 2026-2035. Ce contrat de 10 ans vise à sécuriser les acquis en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement sur tout le territoire malien. Lorsque l'eau ne coule pas, lorsque les ouvrages tombent en panne, lorsque l'assainissement fait défaut, les élus locaux sont interpellés. C'est pourquoi l'Association des municipalités du Mali affirme avec force la durabilité des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement ne peut réussir sans un leadership fort. De son côté, le Conseil national du patronat refuse le rôle de simple observateur. Pour Mossadegh Bali, le secteur privé est un partenaire opérationnel indispensable pour relever les défis de demain. Le patronat mise sur 3 leviers stratégiques: la professionnalisation de la gestion, le renforcement des partenariats publics-privés et une conformité stricte aux normes de qualité. Pour le Conseil national du patronat du Mali, ce pacte n'est pas un document de principe. C'est un cadre de responsabilité collective, un outil de gouvernance sectorielle et un levier concret pour renforcer la durabilité des services, la santé publique et la compétitivité économique de nos pays. Un combat soutenu par les partenaires techniques et financiers qui confirment que leur appui pour la promotion des services EHA ne fera pas défaut. Je lance donc un appel à tous les acteurs, gouvernants, société civile, secteur privé et partenaires pour qu'ils s'engagent pleinement à soutenir sa mise en œuvre afin d'offrir à tous les Maliens un accès équitable et durable aux services de l'eau, d'hygiène et d'assainissement. En lançant officiellement ce pacte, Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, a souligné une transition majeure. Le Mali abandonne la logique de projet ponctuel pour une vision sectorielle systémique. L'objectif est clair, assurer la continuité du service public partout au Mali. Le pacte 2026-2035 marque un changement d'échelle. Nous passons d'un acte centré par un programme à un pacte sectoriel national couvrant l'ensemble des interventions eau, hygiène et assainissement sur toute l'étendue du territoire. Nous passons d'une logique de réalisation ponctuelle à une logique de continuité du service public. L'eau, l'hygiène et l'assainissement dépassent largement le cadre d'un seul département ministériel. Il impacte directement la santé, l'éducation, la protection sociale, la gouvernance locale et la stabilité nationale. Un optimisme porté par les succès du précédent pacte qui a vu les indicateurs d'eau potable en milieu rural dépasser les 70% de satisfaction. Avec ce nouvel engagement collectif, le pays espère désormais pérenniser ces résultats pour les générations futures. Et bientôt, la polyclinique des armées de Kati disposera d'un laboratoire ultra-moderne de dépistage de drogue. L'infrastructure permettra d'accentuer une riposte ferme et coordonnée contre le fléau qui ronge la jeunesse et fragilise les fondements de notre société, nous explique Aridjou Matina qui était sur place à la cérémonie de pose de la première pierre du laboratoire pour ORTM1. Un laboratoire de dépistage des drogues de grande portée est sur le point de voir le jour ici à la polyclinique des armées de Kati. La pose de la première pierre de l'infrastructure est ainsi une étape majeure dans la lutte contre la drogue qui est un problème de santé publique et qui menace la cohésion sociale, la sécurité nationale et l'avenir de la jeunesse. La réalisation de cette infrastructure constitue une avancée majeure pour le renforcement du soutien sanitaire des forces armées maliennes, engagées dans un processus de reconstruction et de modernisation.
Une armée forte repose sur des soldats en bonne santé et un système médical performant est un facteur essentiel de sa capacité opérationnelle. L'infrastructure qui sera réalisée par le Monde Laboratory Mali, une structure malienne spécialisée dans la fourniture de services de dépistage de drogues et d'analyse toxicologique, permettra de renforcer notre autonomie diagnostique et de disposer de preuves scientifiques adéquates en matière de lutte contre le fléau. Outre la construction des laboratoires de dépistage, il y aura également la rénovation du laboratoire de la protection civile de Dravela. La concrétisation de ce projet ambitieux repose sur un engagement financier significatif et une mobilisation rigoureuse des ressources. Le Monde Laboratory Mali mobilise un budget global de 2 milliards de francs CFA pour les travaux de construction, d'équipement du nouveau laboratoire de dépistage à la polyclinique des armées de Kati, ainsi que pour la rénovation complète du laboratoire des sapeurs-pompiers de Dravela. Former un soldat coûte cher. Le perdre pour une pathologie évitable est un gaspillage inacceptable. Au-delà de cette première pause de pierre, je tiens à vous annoncer que débuteront également les travaux de rénovation du laboratoire de la protection civile de Dravela. Cette infrastructure complémentaire jouera un rôle déterminant dans notre dispositif sanitaire global en assumant non seulement le dépistage de nos hommes en armes, mais également celui de la population civile. Je voudrais remercier au nom du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour son soutien décisif majeur pour ce projet. L'ambitieux projet brièvement présenté par le maître d'œuvre entend rapidement devenir un modèle d'excellence, un pilier majeur du dispositif national de prévention et de lutte contre les stupéfiants et une référence en matière d'expertise toxicologique. Le projet est accompagné par le secrétariat permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue MILDA, une structure relevant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et dont le secrétaire permanent est le médecin-colonel Ismaïla Makalou. Lancement officiel du concours national des médias sur la protection des droits de l'enfant. Le concours est organisé en partenariat avec l'UNICEF. Des critères comme l'originalité et la créativité de langue choisie selon la pertinence du thème traité, l'accessibilité et l'impact pédagogique auprès du grand public sont à prendre en compte lors du déroulement du dit concours. Et c'est le secrétaire général du ministère en charge de la communication, Al-Kaidi Amar Touré, qui a présidé la cérémonie à la faveur d'une conférence de presse. Youssouf Diakité, Abdoulaye Diara. En investissant dans la protection de l'enfant, nous investissons dans le développement et la stabilité du pays. C'est par ces mots que le secrétaire général du ministère de la Communication a introduit cette conférence de presse qui lance officiellement le concours national des médias sur la protection des droits de l'enfant. L'initiative est opérationnalisée en partenariat avec l'UNICEF. Les médias jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société attentive aux besoins et aux aspirations des plus jeunes. À travers leurs reportages, leurs analyses et leurs production, les journalistes contribuent à éclairer les enjeux auxquels les enfants sont confrontés au quotidien. La radio, la télévision, la presse écrite et en ligne sont les catégories concernées par ce concours. L'enfant n'est pas seulement l'avenir de la nation, elle est le présent vivant de notre République. Il est la promesse, l'espérance et la conscience de demain. Protéger ses droits, c'est protéger l'âme même du Mali. Notre pays, fidèle à ses engagements internationaux et à ses valeurs culturelles de solidarité et de protection les plus vulnérables, ratifie la Convention relative aux droits des enfants et s'emploie à traduire ces principes dans nos politiques publiques. Le concours est ouvert à tous les journalistes professionnels, stagiaires et étudiants. Les œuvres éligibles sont celles produites et diffusées entre juin 2025 et mars 2026. Vous avez jusqu'au 15 avril pour déposer vos dossiers, soit physiquement, ici même au ministère, soit par voie électronique.
Ce concours, dit-on, est une contribution de taille du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et son partenaire UNICEF à la professionnalisation des médias au Mali. Et dans ce communiqué, le ministre de l'Industrie et du Commerce informe les élus consulaires du scrutin du 22 février 2026 que conformément aux dispositions de l'article 23 du décret numéro 2014-0641 PRM du 21 août 2014 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, l'installation de la nouvelle assemblée consulaire ainsi que l'élection des membres de son bureau auront lieu le 5 mars 2026 à partir de 9h au parc des expositions de Bamako. À cet effet, il est demandé à toutes les délégations régionales de procéder à la mise en place de leur bureau au plus tard le 1er mars 2026. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est compté sur la mobilisation de tous. Journée de la Fondation du Royaume d'Arabie Saoudite, occasion pour l'ambassadeur Abdullah Saleh Saber de rappeler l'importance de la célébration de cette journée pour les Saoudiens et de réaffirmer la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Mali. Les invités de l'ambassadeur, à travers une rupture de gêne collective, ont pu savourer les mets colorés de la cuisine saoudienne. Et c'est bon, même très très bon, nous disent Mohamed Nama Keïta et Moulay Silibé. 22 février 1727, 22 février 2026. Il y a exactement 299 ans, jour pour jour, que l'État d'Arabie Saoudite a vu le jour à Daria. Cette journée du 22 février est célébrée par les Saoudiens à travers le monde. في هذا اليوم نستحضر بكل فخر بداية المسيرة المباركة التي أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود عام 1727 من الدرعية، حيث انطلقت دولة قامت على أسس راسخة من الوحدة والاستقرار والعدل وتضحيات الأجداد الذين بنوا صرح دولة حملت مشروعا حضاريا متكاملا هو تجديد العهد على القيم الأصيلة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية ومواصلة لمسيرة البناء والنهضة وتعزيز رسالة السلام والتعاون مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأفريقية الصديقة. ويسعدنا في هذا المحفل الدبلوماسي أن نؤكد حرص المملكة على تطوير علاقتها مع جمهورية مالي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. La célébration du 299e anniversaire de la journée de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite m'offre l'heureuse occasion d'adresser au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nos chaleureuses félicitations, mais aussi nos vœux de bonheur, de longévité, de paix et de prospérité aux serviteurs des deux mosquées saintes, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, et son Altesse royale, le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, président du Conseil des ministres, et à l'ensemble du peuple saoudien. Tout en nous félicitant de la vision 2030 du gouvernement de son Altesse royale, le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, président du Conseil des ministres qui positionne l'Afrique comme un partenaire stratégique majeur, nous fondons le ferme espoir de voir nos relations se renforcer davantage à travers des investissements productifs, mais aussi en étroite collaboration pour accompagner de la lutte implacable que mènent nos pays, notamment dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, dans la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur saoudien Abdullah Saleh Saber a fait découvrir à ses invités un pan de l'histoire de son pays, à travers son art culinaire, son artisanat, bref, un voyage dans l'Arabie Saoudite authentique.
sein de la rencontre des ministres en charge de la sécurité, de la défense, de la diplomatie et du développement de l'Alliance des États du Sahel à Ouagadougou. L'objectif était d'examiner et de finaliser la feuille de route de l'an 2 de l'espace confédéral. Après les travaux, les ministres ont produit un communiqué final dans lequel ils condamnent entre autres les différentes tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Alassane Kiendre Beogo et Romial Patrice Touré pour le reportage. Les ministres en charge de la sécurité défense, de la diplomatie du développement, de la Confédération des États du Sahel AES examinent la feuille de route de l'an 2 de l'organisation sous-régionale. Après plusieurs heures d'échanges et de débats, le document est enfin finalisé. Les ministres ont fermement condamné la volonté persistante des terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers de donner un coup d'arrêt à la construction d'un espace commun de souveraineté et de prospérité partagée au Sahel. Ils ont-ils réitéré leur ferme condamnation de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, projetée le 3 janvier 2026, de l'attaque terroriste barbare et lâche perpétrée contre la base aérienne 101 et de l'aéroport international Diori Amani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ainsi que les actes subversifs contre le Mali visant à porter un coup à l'économie malienne. Les ministres ont souligné que ces différentes tentatives désespérées ont été mises en échec grâce non seulement à la détermination des 3 chefs d'État qui ont fait le serment de protéger l'espace, mais aussi grâce à la veille permanente du résilient et vaillant peuple de la Confédération. Ces travaux produisent une motion spéciale de remerciement adressée aux autorités burkinabées. Rendons un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, pour son engagement ferme à promouvoir les idéaux de la Confédération AES. Puis, le discours de clôture de ces travaux de haut niveau. Les travaux se sont fraternellement déroulés dans un esprit de sacrifice et non de calcul, dans un esprit de consensus et non de confrontation, dans un esprit de conciliation et non de divergence, dans un esprit de cohérence et non de discordance, dans un esprit d'unité et non de division. Par conséquent, nous nous félicitons de l'adoption au niveau ministériel du projet de feuille de route de l'an 2 de la Confédération qui marque une étape importante dans le processus de son adoption par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. La feuille de route de l'an 2 de la Confédération AES ainsi finalisée, elle sera soumise bientôt aux 3 chefs d'État pour adoption. Cette feuille de route sera la boussole qui va orienter les actions prioritaires de l'espace confédéral durant les 12 prochains mois. Le ministre de l'Éducation nationale de la République nigérienne visite l'internat de l'ONG Karkara. Dr Elisabeth Chérif encourage la poursuite des efforts en faveur d'une éducation inclusive et professionnelle. Mustapha Amadou, reportage. Une atmosphère de fête et de reconnaissance régnait le jeudi 25 février 2026 à l'internat de l'ONG Gidanraya Yaran Karkara à l'occasion de la visite de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif. Ici à l'internat, nous avons plus de chance pour être les élites du Niger de demain. Soyez les bienvenus à l'internat des enfants. Créé en 2006 avec seulement 12 enfants, aujourd'hui, il encadre 450 enfants répartis sur l'ensemble du territoire. La première étape de la visite ministérielle a conduit la délégation au dortoir des jeunes filles, avant de poursuivre son parcours par la cuisine et la salle polyvalente. Le point d'orgue de la visite a été la découverte du nouveau centre de formation professionnelle. Cette infrastructure moderne offre des filières porteuses telles que gouvernante des maisons, assistance maternelle et coiffure.
La visite s'est achevée par un moment de convivialité et de solidarité partagée avec les petits. Nous avons 20 ans d'activité, mais aujourd'hui, je dirais que ça fait partie de l'une de nos plus belles journées. Recevoir la visite de la ministre de l'Éducation nationale, puisque nous œuvrons dans l'éducation des jeunes et recevoir la tutelle dans nos installations, ce ne peut être qu'un honneur. Notre critère de recrutement, ce sont des enfants issus des familles vulnérables et dont les parents n'ont jamais été à l'école. À travers cette visite, c'est tout un modèle d'accompagnement et d'espoir qui a été mis en lumière, confirmant ainsi que l'éducation demeure le socle du développement et de la transformation sociale. L'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger tient son conseil d'administration présidé par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. La session porte sur l'examen du procès verbal de la 7e session, le cadre organique de l'Office, le programme de travail et le budget annuel de 2026. Fadema Keita. Le delta intérieur du Niger est une des zones par excellence de production halieutique de notre pays. Pilier essentiel pour le développement des ressources halieutiques et aquacoles du Mali, le delta représente à lui seul plus de 80% de la production de poissons. À cette 8e session de l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger, les documents soumis à l'appréciation des administrateurs doivent pallier les pressions croissantes liées aux effets des changements climatiques. Au cours de cette 8e session ordinaire, vous aurez à examiner le procès verbal de la 7e session ordinaire, l'état d'exécution des recommandations de la 7e session ordinaire, le rapport annuel d'activité 2025, le programme de travail et le budget 2026, le cadre organique de l'ODEPADIN. Grâce à votre accompagnement et orientation, l'ODEPADIN continue de réaliser des progrès pour assurer son développement institutionnel et atteindre ses objectifs. L'ODEPADIN reste et demeure engagé à poursuivre sa mission de service public grâce à l'engagement de ses administrateurs et l'appui des partenaires techniques et sociaux. Bien que le programme de travail et de budget annuel de 2026 est estimé à 387 millions de francs CFA, en légère baisse de 10%, le DPA-DIN est invité à relever les contraintes. Les réalisations majeures de l'année 2025 portent notamment sur la construction de la clôture de la direction régionale de la pêche de Monti, la construction de 3 magasins de stockage, la restauration de 36 séchoirs solaires, la réalisation d'une adduction d'eau sommaire équipée d'un système de pompage solaire au siège de l'Office. Malgré ces résultats encourageants, certaines difficultés persistent, notamment les contraintes de déploiement du personnel dues à l'insécurité, la dégradation des infrastructures d'Aka, de Diafarabé et de Niafouké, pour lesquels des démarches sont en cours auprès des projets de restructuration des terres dégradées, PRDT, et de l'Agence des bassins du fleuve Niger, ABFM, en vue de leur réhabilitation. L'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger a pour mission essentielle de promouvoir la production halieutique et aquacole dans sa zone d'intervention. Dans la mise en œuvre de ces activités, il met un focus sur l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs et des aquaculteurs. Depuis le 14 juillet dernier, la maison du Hadj a lancé les préparatifs du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. De nos jours, les activités sont réalisées à hauteur de 98%. Pour ce qui concerne le nombre de candidats inscrits, il s'élève à 13 323. Ce sont là, entre autres informations, données à la 21e session de son conseil d'administration. Thiago Konaté était sur place.
13 323 fidèles musulmans maliens sont disposés cette année à accomplir le Hajj. Le processus d'inscription a connu son épilogue le 31 décembre dernier. Ce sont là quelques informations saillantes annoncées au cours de la 21e session ordinaire du conseil d'administration de la maison du Hajj. Tous les transferts passent par la maison du Hajj pour effectuer les différentes opérations en Arabie Saoudite, notamment les packages, les tentes, les camps, le visa, l'assurance, le logement, la restauration, les transports terrestres, les activités sont réalisées à hauteur de 98%. Donc ça, c'est un bilan vraiment purement positif. Les avancées enregistrées en matière d'organisation de ces 5e piliers de l'islam découlent des innovations introduites par la structure dans le but de se conformer aux exigences de la partie saoudienne. L'Arabie Saoudite, j'invite nos frères et nos amis des agences privées du Mali à être très disciplinés par rapport aux recommandations de l'Arabie Saoudite et par rapport au respect des délais et au respect de l'État dans ce qui appartient à l'État. L'État seul est responsable face à tout ce qui se fait en Arabie Saoudite. Pour conduire le processus d'organisation de cette campagne à bon port, la maison du Hajj table sur un budget prévisionnel plus ou moins conséquent. Le budget prévisionnel de l'année 2026 est arrêté à 11 620 308 000 francs CFA, en légère diminution par rapport à l'exercice 2025 qui s'établissait à 14 9 340 411 000 francs CFA. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a adressé une motion spéciale de remerciement à tous les partenaires, notamment les agences de voyage pour leur apport dans l'accomplissement du Hajj. Deuxième session du comité de pilotage du projet Chifunka Barasira. Au menu des travaux, le bilan des activités de l'année écoulée et le budget de 2026. Pour rappel, le projet Chifun est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA pour une période d'environ 5 ans. Sorana Kamisoko. Projet Le chemin des jeunes vers l'emploi ou Chifunka Barasira en Bamanankan est très actif dans ces zones d'intervention selon les responsables en charge de sa mise en œuvre. Après une année d'exécution, les parties prenantes se prononcent sur le plan d'action de l'exercice écoulé à la faveur de la deuxième session du comité de pilotage du projet. Nous aurons l'occasion de parcourir la planification opérationnelle pour l'année 2026. Planification qui se veut une montée en puissance avec des objectifs qui doivent permettre d'entreprendre le parcours de formation-insertion pour plus de 3 000 jeunes sur les 6 000 attendus en fin de projet. Le taux d'exécution budgétaire s'établit à 54% sur une prévision de plus de 1 milliard 91 millions. Le budget prévisionnel pour 2026 s'élève à 2 milliards 554 millions 170 615 francs CFA. En 2025, le projet a initié plusieurs formations et accompagné des jeunes afin qu'ils puissent s'insérer dans la vie active d'une part et d'autre part, il s'agit de renforcer la résilience économique des bénéficiaires. Sous la haute autorité de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, et sous le leadership du général de division Abdoulaye Maïga, chef de gouvernement, la promotion de l'éducation et de la formation et l'insertion professionnelle figurent parmi les priorités nationales. Il est également renforcé par la décision du chef de l'État de faire de l'année 2026 l'année de l'éducation et de la culture. Le projet MLI 805 contribue à cette dynamique. Financé à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA, le projet Chifunka Barasira a été conçu pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes à travers une formation professionnelle de qualité. Ce projet, qui s'étend sur une période d'environ 5 ans, couvre les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Et d'un projet à un autre, fin du projet Numérilab. Ces initiateurs ont accompagné pendant 9 mois une trentaine de femmes et filles mélangères sans emploi en entrepreneuriat et en e-commerce. Le renforcement de compétences entrepreneuriales et numériques des femmes et filles vulnérables à Bamako et Kati au cœur du projet Numérilab nous fait comprendre Yara Dameli.
L'autonomisation économique des femmes passe par une bonne formation de base. C'est ce qu'a compris l'association La Femme à Moi et son partenaire PESAF, programme spécial d'aide aux associations et fondations qui a formé 30 femmes et filles ménagères nécessiteuses en entrepreneuriat et en e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes fiers des résultats obtenus. Numérilab a permis non seulement le transfert de compétences, mais aussi le renforcement de l'autonomie, l'affirmation du leadership et l'ouverture de nouvelles perspectives professionnelles pour ces femmes et filles. Madame la ministre en charge de l'entrepreneuriat national, La Femme en Moi s'engage à œuvrer pour la pérennisation des acquis du projet Numérilab, à accompagner les bénéficiaires dans leur parcours et à plaider pour l'extension de ce type d'initiative à la plus grande échelle. Le PESAF est une organisation, est un programme qui est ouvert, qui peut-être également appuiera. Mais nous appuierons effectivement avec beaucoup de vérifications. Au terme des différentes sessions, les bénéficiaires savent désormais confectionner des sacs artisanaux, créer des objets décoratifs et transformer des aliments. Toute chose qui a permis aujourd'hui à Aïssata Sow, une des bénéficiaires, de se tenir devant. Le projet m'a permis d'abord de développer ma confiance en soi. Ce qui était très très important de ma part, c'est de la transformation, telle que le bénin, de transformer en huile. Chers bénéficiaires, soyez rassurés que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle poursuivra son accompagnement des programmes favorisant l'entrepreneuriat féminin. Au terme de cette cérémonie de clôture, chacune des bénéficiaires a été certifiée et dotée d'une enveloppe symbolique, histoire de leur permettre de démarrer leurs activités. Masterclass à l'intention des étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Ils se sont penchés sur la formation et le leadership pour une citoyenneté active des professionnels de la santé. Et ce sont les ministres en charge de la jeunesse et celui de l'enseignement supérieur qui ont animé ce panel avec comme but d'amener ces apprenants à mieux appréhender le concept de la citoyenneté en vue de façonner le Mali d'Inkoura. Bouakar Bablé Touré pour plus de détails. Une masterclass à l'allure d'un véritable cours pédagogique à l'intention des étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre en charge de la jeunesse, un pédagogue dans la salle des 800 places de l'Institut, a entretenu les étudiants sur le thème formation et leadership pour une citoyenneté active des professionnels de la santé. Donc parler des questions de citoyenneté pour nous, c'est essentiel. Essentiel pour continuer aujourd'hui les efforts qui sont en train d'être faits, de les soutenir, de les accompagner également. Mais essentiel dans le cadre que ce sont ces jeunes qui plus tard vont également avoir la paternité de tout cela et qui vont les animer dans le futur. Il est important qu'ils prennent conscience que c'est pour eux que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par les plus hautes autorités, et en tête le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Plus d'1h30 d'échanges interactifs entre les membres du gouvernement et les jeunes. L'exercice a permis d'édifier plus d'un. La citoyenneté, on l'entend, il faut être comme ça, il faut être comme ça, mais aujourd'hui c'était beaucoup plus structuré, plus simple et plus facile à comprendre. Et être un bon citoyen ne dépend pas d'être un fonctionnaire ou quelqu'un qui a un emploi. Mais même quelqu'un qui n'a pas un emploi peut être un bon citoyen. L'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que les Maliens, les jeunes soient engagés sur les questions de citoyenneté, c'est fondamental, et sur les questions de valeurs maliennes. Beaucoup de questions ont été posées qui sont en lien avec les valeurs et les principes de notre pays, et nous voyons que les jeunes sont impatients véritablement d'apprendre ces valeurs et de vivre avec ces valeurs. Un cadre, au dire du ministre Kansaï, sera élargi à d'autres milieux universitaires pour faire de la vision Mali d'Inkoura une réalité. Ouvrons à présent notre fenêtre Sunkalo Solidarité, l'opération Akati Farada et à Kalabankoro. Les membres du gouvernement déployés sur les différents sites ont témoigné de la solidarité des autorités à l'endroit des populations et ont également salué les Maliens pour leur résilience face aux défis actuels. Daouda Kone, Djemba Moussa Konati.
Sortie nombreuse, la population de Kati Farada est venue pour une rupture collective du jeûne. L'action religieuse s'intitule Sungalo Solidarité. Le mois de Ramadan, c'est un moment de communion, un moment de pardon et également d'inviter le peuple malien à l'union sacrée autour des plus hautes autorités de la transition à prier pour les forces armées maliennes qui se battent nuit et jour pour la défense de la patrie. Cette rupture collective du jeûne est perçue comme une action incitative aux bonnes pratiques musulmanes et à la promotion des valeurs sociétales. J'ai été scolarisé ici à Kati. Ça fait vraiment plaisir de faire cette rupture avec tous ces gens peut-être avec lesquels on échange les courriers, on travaille à distance. Je donne l'exemple du préfet de Kati que je n'avais jamais croisé, c'est l'occasion. Ça a une signification particulière pour moi au-delà du symbole de la solidarité qu'incarne le mois de Ramadan pour tous musulmans. Ce moment de partage et de solidarité est mis à profit par l'imam du jour pour inviter tous à la prière et à l'union sacrée autour du Mali. À Kalabankoro, ce jeudi, une population enthousiasmée de rompre le jeûne avec 2 membres du gouvernement dans le cadre de Sunkalo Solidarité. Les concitoyens sont sortis en grand nombre. Sur leur visage, la faim fait place à la joie. Nous saluons le président de la transition et les membres du gouvernement pour cette initiative louable. Ça nous fait chaud au cœur de partager la rupture du jeûne avec 2 membres du gouvernement. Ça nous montre à quel point les autorités pensent à nous. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait des actes de solidarité durant toute l'année, mais celui du mois de Ramadan a un sens particulier. Nous avons été mis en mission par son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la CNDC, pour venir en tout cas témoigner de la solidarité du gouvernement avec nos populations, pour leur dire que nous sommes avec ces populations. Et aussi nous a chargé de venir remercier ces populations, vraiment pour leur résilience, pour les efforts qu'ils sont en train de faire, pour leur bénédiction. Partager ce plat de fraternité, d'entente, signifie pour son excellence le chef de l'État, mais aussi le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Mouemga, des moments de fraternité, des moments de partage, des moments où les esprits et les âmes se parlent. Cette rupture de jeûne a été couronnée par une prière au cours de laquelle les habitants de Kalabankoro ont fait des bénédictions pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Zongalo Solidarité dans les capitales régionales également. Le message reste le même. Les autorités de la transition apportent leur soutien aux fidèles. Direction Dioula et Koulikoro. En retour, beaucoup de bénédictions formulées pour la paix et la stabilité au Mali. Moustapha Doumbia, Ousmane Koïta pour le compte rendu. La grande mosquée de vendredi de Kouligrouba a servi du 4 ce mardi 24 février 2026 au lancement officiel des activités de Sungalo Solidarité dans la région de Koulikoro. Par cette activité, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Sanoko, a respecté une tradition, celle de procéder à la rupture collective du jeûne avec les fidèles musulmans et les chrétiens en ce mois de Ramadan qui coïncide également avec le carême chrétien. L'objectif de cette rupture collective consiste à raffermir les liens entre les religieux, puisque actuellement nous observons le carême chrétien et le ramadan en même temps, comme l'année dernière. Au-delà du raffermissement des liens, ça permet de renforcer nos capacités, nos croyances en Allah subhanahu wa ta'ala et aussi à se pardonner. Les plus hautes autorités de la transition ont pris cette initiative, évidemment, pour que le Mali puisse
être un pays de paix et de tolérance. Cette initiative présidentielle est saluée à sa juste valeur par les fidèles musulmans et chrétiens de Koulikoro. Cette rupture collective que nous venons de participer aujourd'hui est une initiative du président de la transition du général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes à notre 2e année. Nous lui remercions pour toutes ses actions de solidarité au profit des Maliens. Je trouve vraiment une satisfaction parfaite de voir cette cérémonie de rupture des jeûnes pendant laquelle tout le monde est invité, les chrétiens et toutes les autres. Vraiment, cela est l'œuvre de ce que la religion même dit, c'est-à-dire de vivre en faisant de la paix et la solidarité, la considération des uns et des autres. Ces actions humanitaires de haute portée religieuse visent surtout à renforcer les liens sociaux et la tolérance entre les communautés religieuses. Toujours dans le cadre de Sungalo Solidarité, nous avions reçu suffisamment de dons du président de la transition, son excellence général d'armée Assimi Goïta, et aussi de certains partenaires. Et ces dons-là ont été rationnellement distribués aux religieux et à ceux-là également qui sont dans les besoins. Donc, toutes ces activités font partie des activités de Sungalo Solidarité. Donc vraiment, on ne peut pas énumérer tout ce que le président a fait pour les Maliens et pour la région de Koulikoro. Notons que cette rupture collective sera organisée dans 3 autres mosquées de la ville de Koulikoro d'ici la fin du Ramadan et du Carême 2026. C'est une distribution qui concerne 20 tonnes de riz réparties entre différentes sensibilités dont les femmes rurales, la jeunesse, la CAFO et les confessions religieuses. Chaque groupement reçoit une quantité en fonction de ses membres bénéficiaires. L'entraide est une valeur fondamentale de l'islam. Le geste du chef de l'État se situe dans cette logique. Il crée une certaine compassion entre les dirigeants et leur population. Nous remercions les plus hautes autorités. Les plus hautes autorités du Mali, nous les remercions. Car c'est Dieu qu'ils ont imité comme ça. Lui, dans sa grâce et dans sa bonté, a nourri le peuple hébreu à travers le désert, en leur offrant la manne. Donc nous aussi, nous sommes en train de répéter cette action du Seigneur. La remise s'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan qui coïncide avec le mois de Carême. Elle est rendue possible grâce à l'appui du commissariat à la sécurité alimentaire à travers le gouvernorat de Dioïla. C'est l'une des rares fois dans l'histoire que les 2 plus grandes confessions religieuses de notre pays débutent le jeûne en même temps. Puisse ces divins signes de concorde ramener la paix dans nos foyers, villages et villes. Qu'Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux exauce les prières qui seront formulées tout au long de cette période de pénitence. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire est l'un des bénéficiaires de cet appui. Elle a reçu 4 tonnes de riz destinés à des veuves, des orphelins et d'autres personnes vulnérables. Et en 3e région, les magasins de stockage de produits de première nécessité sont bien approvisionnés en ce mois béni de Ramadan et de Carême. Le constat a été fait par une délégation conduite par Madame le gouverneur de la région, Kanté Marie-Claire Dambélé. Yourou Baladjabate Suleiman Bamba suivait Madame le gouverneur. C'est pour s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan et le temps du carême chrétien que Madame le gouverneur de la région de Sikasso a effectué cette visite de terrain dans plusieurs magasins de stockage. La première étape a conduit la délégation au magasin d'Abdoulaye Djabi situé au quartier Wayerma. Nous avons constaté que le marché est vraiment fourni. Il n'y a pas d'inquiétude. À l'endroit des opérateurs, oui, c'est de rester vraiment derrière les textes. Parce que tous ces magasins que nous avons visités sont pratiquement subventionnés. Donc de ne pas augmenter le prix après notre passage et de rester stationnaire et pour que le citoyen lambda puisse avoir accès à ces produits de première nécessité et pour ces périodes spirituelles.
Cette activité est mienne. Si le gouvernement décide de nous accompagner, c'est vraiment réconfortant. Nous demandons aux opérateurs de réduire les prix des produits de première nécessité pendant le mois béni du Ramadan et au-delà. La délégation s'est ensuite rendue à la société Dramira et Frères. La visite s'est achevée au magasin Gakoui où la délégation a pu observer 2500 bidons d'huile et 2000 tonnes de riz disponibles. Les messages que nous avons, c'est tout d'abord les remerciements et puis l'encouragement à l'endroit des opérateurs pour leur engagement, leur détermination à approvisionner les marchés. Et enfin, nous nous adressons aux consommateurs pour dénoncer tout, c'est-à-dire toute pratique de détention des stocks ou de non-respect du prix plafond fixé par l'État. À l'issue de la tournée, Madame le gouverneur s'est déclarée satisfaite des constats effectués. Selon elle, les stocks actuellement disponibles permettront de couvrir efficacement les besoins des ménages durant ces périodes de grande spiritualité. Revenons à Bamako, où l'entreprise Toulis Group poursuit ses actions humanitaires en faveur des couches vulnérables en ce mois béni de Ramadan, dont de 200 kits alimentaires destinés aux veuves des militaires et aux blessés de guerre de Kati. Aïssata Salou Maïga nous en parle. En remettant ces dons de 200 kits alimentaires composés de riz, d'huile et de sucre aux veuves et aux blessés de guerre de Kati, Toulis Group entend honorer la résilience et les sacrifices ultimes des hommes de rang pour la sauvegarde de notre patrie. Là, dans le cadre de Ramadan Tour 2026, aujourd'hui nous sommes à Kati, c'est pour faire un don de 200 kits aux veuves militaires et aux blessés de guerre. Alors c'est 25 000 kits. La donation se fera de Kaï à Kidal. Beaucoup de localités du Mali bénéficieront, Inch'Allah. Le partenaire malien, peu qu'on ait arrivé à nourrir, cultiver cette idée, ça serait de bien pour toute la nation entière. Demander toujours aux Maliens de cultiver l'idée de l'amour, de la solidarité, de la concorde, de la paix. Les bénéficiaires se réjouissent de cette action humanitaire qui contribue à soulager et à accompagner les fidèles musulmans pendant ce mois béni de Ramadan. Nous remercions Fatoumata Batoulignana pour ce geste humanitaire envers les veuves des militaires. Nous sommes très heureuses de recevoir ces kits alimentaires qui vont soulager nos familles. Nous sommes heureux de nous rendre compte par ce geste de Toulis Group qu'il y a des Maliens qui pensent aux blessés de guerre. Nous prions pour que le Tout-Puissant accorde la force nécessaire aux autorités pour diriger notre pays. À noter que cette initiative de Toulis Group s'étendra sur toutes les autres régions du Mali tout au long du mois béni de Ramadan. Un rappel se communiquer avant de boucler définitivement ce journal. Le ministre de l'Industrie et du Commerce informe les élus consulaires du scrutin du 22 février 2026 de l'installation de la nouvelle assemblée consulaire ainsi que l'élection des membres de son bureau qui auront lieu le 5 mars 2026 à partir de 9h au parc des expositions de Bamako. À cet effet, il est demandé à toutes les délégations régionales de procéder à la mise en place de leur bureau plus tard le 1er mars 2026. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est compté sur la mobilisation de tous. Boubacar Tiedier Camara Dibois, caméraman au CNIEX, n'est plus. Il est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 53 ans des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à Kalabankoura. Boubacar Tiedier Camara Dibois a beaucoup appuyé les équipes de l'ERTM dans les reportages. Il laisse derrière lui une veuve et un orphelin. La direction générale de l'ERTM, à travers ma voix, présente ses condoléances à la famille du défunt, que son âme repose en paix. Amen. Un grand merci à nos téléspectateurs de Karagouana, Malé et Tonsoni, c'est dans la région de Koutiala. Je vous souhaite de passer un excellent moment de télévision en notre compagnie et je vous retrouve demain. Bon début de week-end à tous.